Bonjour et bienvenue à la deuxième séance de la série Reprenariat des espaces entrepreneurs organisée en collaboration avec la Banque nationale. Pour ceux qui étaient avec nous hier, rebonjour. Donc, pour les autres, mon nom est Stéphane Bourgeois, donc directeur principal de l'équipe transfert d'entreprise à la Banque nationale. Hier, panéliste. Aujourd'hui, c'est comme animateur que je vais être avec vous, que je me joins à la conversation. Donc, dans la séance d'hier, on a abordé davantage les pièges humains à éviter en reprenariat. Donc, on parlait de planification, on parlait du match, du fit entre le repreneur et le cédant. On a parlé d'introspection, on a parlé beaucoup de l'humain hier, la communication, l'importance d'avoir des gens alentour de nous. Aujourd'hui, on se tourne du côté du leadership en contexte de reprise. Donc, je vais vous présenter mes invités aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je suis accompagné par Annie Veilleux, donc vice-présidente et associée chez Oria, spécialiste en accompagnement et en formation en reprenariat familial. Annie, à début de carrière, a rejoint l'entreprise de ses parents avant d'acheter une franchise de magasin sport. Après ses expériences, elle s'est tournée vers l'univers de la consultation chez la Fonds Gestion, où elle a dirigé la firme et accompagné plus de 125 organisations dans le reprenariat. Chez Oria, elle se dévoue maintenant à la réussite des acteurs qui œuvrent pour la pérennité entrepreneuriale. Bienvenue. Bon midi, Annie. Merci Stéphane, merci beaucoup. Donc, nous avons également Maxime Saint-Jean. Donc, Maxime est mentor pour la cellule Mentorat Pôle Sud dans le secteur Montérégie-Est, Longueuil. Maxime est président directeur général de Sentinelle, une entreprise de services conseil et de formation en santé et sécurité du travail. Il a repris les rênes de cette firme aux côtés de deux autres actionnaires. En 2019, il a été finaliste au prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud dans la catégorie relève et transfert d'entreprise. Il a lui-même été mentoré avant de devenir à son tour mentor. Donc, bon midi, bienvenue Maxime. Merci Stéphane, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va débuter ça avec une petite question. On va vous mettre dans le bain tout de suite en partant. J'aimerais d'abord vous poser la question d'introduction. Pourquoi l'aspect du leadership est-il si important lorsqu'on parle de reprenariat? Annie, pour commencer. C'est moi qui brise la glace. C'est toi qui brise la glace. Bon, d'accord. Merci Stéphane. En fait, le leadership, pourquoi c'est important dans une transaction de reprenariat? D'une part, je pense que Hélène nous en a bien témoigné hier. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne en charge ce projet-là pour y donner un rythme, pour y donner un momentum, aussi pour installer la communication, l'espèce de médiation nécessaire aussi dans ce projet-là. Assurer la gestion des suivis, assurer les progrès, parce que je pense que hier, ça a bien été mentionné là, que c'est un projet qui doit se mobiliser dans le temps. Et c'est ça. Ça prend quelqu'un pour faire arriver les affaires, faire atterrir ce beau projet-là. C'est pour ça, vu de mon point de vue, que c'est important que quelqu'un prenne le leadership dans un projet de reprenariat. Merci, Annie. Maxime, c'est quoi quel est ton point de vue sur le sujet? Moi, le leadership, je le vois plus dans l'organisation. Annie est plus dans le processus, dans le reprenariat, dans le transfert. Moi, c'est vraiment plus au niveau pour les employés. Souvent, on dit que les gens doivent être mobilisés, motivés, puis pour ça, ça leur prend, ils doivent travailler pour une mission. Une entreprise, c'est une mission qui a un why. Mais pour moi, il faut qu'ils travaillent pour un humain. Travailler pour un humain, pour un leader. C'est le leader qui va représenter un peu cette mission, ce why. C'est les leaders qui vont être l'âme et la conscience de l'entreprise. Fait que ça prend un leadership fort. Et les gens ne vont pas juste suivre des pancartes et des écriteaux. Ils doivent suivre des leaders. C'est ceux-là qui incarnent la mission, le why. Fait que c'est primordial pour nous. Merci à vous deux pour vos réponses. Donc, avant de poursuivre, je vais m'adresser un peu à notre public. Donc, quelques petites consignes pour la séance d'aujourd'hui. D'abord, si possible, ouvrez vos caméras. C'est toujours plus agréable de voir à qui on s'adresse durant une rencontre comme celle-ci, voir le public. Donc, nous n'avons pas prévu de période de questions parce que nous souhaitons vous partager un maximum de matière durant la prochaine heure. Donc, la séance se déroulera sous forme d'entrevue témoignage. Donc, Annie et Maxime vont nous partager leur expérience, leurs astuces, leur vécu à travers les dernières années,
leur longue carrière. Donc, tout au long de l'activité, n'hésitez pas à partager vos réactions dans le chat. Pour ce faire, donc, vous cliquez sur la bulle de texte. Donc, le bouton s'appelle soit converser ou chat, selon la version de Zoom que vous avez. Donc, n'hésitez pas à y mettre vos commentaires. Donc, on va commencer pour petit réchauffement. Donc, on décale ça. Je vous pose une question. Donc, si vous voulez bien, s'il vous plaît, commenter dans le chat pour ceux qui sont à l'extérieur actuellement. Quelle est la caractéristique la plus importante d'un bon leader en contexte de reprenariat? Ça prend quoi pour avoir du succès dans la transition? Est-ce que des gens vont oser se lancer à nous écrire? Empathie, bienveillance, objectivité, intéressant. Écoute, on a parlé beaucoup hier, écoute encore. Des mots qui reviennent. Une vision claire de l'avenir de l'entreprise, aussi c'est intéressant. Planification et sens holistique, la transparence, communication, donc on y revient. Respect, effectivement, respect des parties. Donc, s'assurer que tout se passe bien pour tous. Donc, on a pas mal de stock. Donc, on va décoller ça. Je vous lance dans le bain. Merci pour votre participation. Donc, la transition des rôles entre cédant et repreneur, bon, c'est un processus qui est complexe. Hein? Il est accompagné de montagnes russes d'émotions, des highs, des lows, hein, up and down, des deux côtés, autant du côté du repreneur que du côté du cédant. Le repreneur, il est anxieux, il a hâte d'avoir son entreprise, puis le cédant, mais il vit d'autres choses. Hein, c'est le bébé qui va laisser aller. Pour bien comprendre le contexte humain de la transition, j'aimerais ça que l'on décortique ces montagnes russes-là. Donc, d'abord, Maxime, je vais te lancer une question. Comment tu l'as vécu, ton parcours? Puis j'aimerais ça que tu nous le décrives. Comment tu as vécu tes montagnes russes? Oui, je pense que chaque relève ou chaque reprenariat est très différent, mais il y a un point commun, c'est la montagne russe d'émotions. Ceux qui ne sont pas convaincus de ça, là, ceux qui étaient là hier, on l'a vu avec Hélène, même après, il en reste. Il en reste encore. Mais si je fais rapidement notre parcours chez nous, ce que ça a été, là, on est parti avec une grande excitation quand tu es impliqué dans une relève, dans un reprenariat. Là, c'est des feux d'artifice en dedans. C'est la possibilité de diriger, de gérer l'entreprise pour laquelle tu travailles depuis autant d'années, que tu veux faire grandir, que là, tu vas pouvoir y amener encore plus ta couleur. Tu vas pouvoir avoir un peu le plein contrôle puis la développer selon un peu ce que toi tu veux, ce que toi tu aimerais voir de cette entreprise-là. Puis là, bien, rapidement, là, tu te dis, bien, on est dans une PME, tu as déjà toute l'opération d'entreprise à faire. Puis là, on te rajoute un projet de relève parce que ils en ont parlé hier, mais une relève, ça se prépare, ça se travaille, puis c'est une surcharge de travail. Fait que là, on vient de dire qu'on est dans une PME, on travaille déjà beaucoup, on est tous excités parce qu'on va faire une relève, puis on est des repreneurs, fait qu'on a le côté, la fibre entrepreneuriale, on est efficace, on est rapide, on veut que les choses avancent. Puis là, ben, on se rend compte que ça n'avance pas à la vitesse qu'on veut. Puis il arrive des embûches. Il y en a toujours des embûches là, dans tous les cas de relève. Fait que là, à un moment donné, c'est des mauvaises années qui font en sorte qu'on ne peut pas avancer aussi vite qu'on pouvait. Il y a des changements dans l'équipe de relève. On perd un joueur, il y a quelque chose. Il y a les banques qui, à un moment donné, trouvent que le prix est trop cher ou trouvent que le transfert est trop vite, que le cédant reste pas assez longtemps. Puis pour un entrepreneur, ben, tu vois toujours le fil d'arrivée et il recule toujours. Il recule toujours. On prévoit une relève. On a prévu ça sur 2-3 ans, puis ça a pris 5 ou 7 ans. Okay. Les émotions, là, c'est des up and down tout le temps. Puis je vous dirais un élément qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est qu'à un moment donné, on a toujours travaillé avec le cédant, on a toujours travaillé une vision, une mission d'entreprise à faire grandir. Puis là, à un moment donné, on n'est plus assis un à côté de l'autre dans le même autobus. On commence à avoir des voies qui se séparent un peu parce que lui, il avait un prix en tête, il y avait un échéancier. Puis là, ben, là, c'est là que des fois, on travaille un peu de façon opposée, puis c'est la première fois qu'on s'oppose. C'est la première fois qu'on ne travaille pas main dans la main pour un but commun. Puis ça, émotivement, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur quand tu es prêt du cédant. Fait que ça, là tu as le volet émotionnel, puis c'est là où ça frappe, puis à un moment donné, mais tu te retrouves un peu les deux dans une solitude, puis avec des objectifs opposés. Puis c'est là que des fois, il y a bien des relèves, je pense, qui échappent parce qu'on n'arrive pas à dénouer ce chose émotionnelle-là. On en parle un peu plus loin dans une autre question, mais là, après ça, quand tu arrives finalement à relève, bien là, tu
la montagne russe, là, elle explose, puis là, ça part. Fait que nous autres, là, c'est vraiment ça. L'excitation du début, tout le désespoir ou un peu les problèmes, les embûches, à chaque fois, hey, là, on y arrive, puis là, il y a encore les émotions dans le tapis. Non, on n'est pas arrivé, il y a telle embûche, il y a telle embûche. Là, fait que, puis c'est ça que ces émotions-là, à un moment donné, ça nous rend moins habiles pour rejoindre l'autre dans ses émotions, puis d'être moins empathique. Tu sais, quand on vit des difficultés, quand on n'est pas bien, quand ça ne va pas, on a de la misère à rejoindre l'autre dans sa solitude, puis ramener ça. Je sais qu'on en parle plus tard, là, mais chez nous, là, ça a été ça, les montagnes. Les Je te montagnes lance une russes. sous-question, Maxime. Je t'avais dit tantôt, je te surprendrais. J'en ai une qui me vient en tête à l'instant. Selon toi, c'est-tu normal, cette séparation-là? Puis je vais poser la même à Annie tantôt, là, que tu sais, vous êtes dans un contexte où vous étiez très proches, les repreneurs, le cédant. Cette séparation-là, là, as-tu le sentiment que c'est normal? Écoute, c'est-tu normal? Je ne le sais pas. Puis dans notre cas, ça a été particulier. Puis on n'a pas fait tout parfait, mais il y a beaucoup d'entreprises que ils s'enlignent sur le côté finance, puis ils oublient le côté humain. Puis là, des fois, ça floppe pour différentes raisons. Puis chez nous, notre cédant était tellement mindé qu'il ne fallait pas faire ça. On était tellement accompagnés là-dedans que le côté humain, là, il a été traité, il a été traité, il a été traité. Puis on est arrivé avec le côté chiffre. Puis tu sais, Hélène a parlé hier de dire combien elle vaut la compagnie, combien elle vaut sur papier, pas dans le cœur du cédant. Puis chez nous, on ne l'avait jamais fait, vraiment. Et quand on est arrivé avec un cédant qui dit ben moi, j'ai un chiffre en tête, puis je vais faire des calculs pour que ça donne ce chiffre-là. Puis des fois, quand on est plus ou moins impliqué, c'est quoi les sorties, c'est quoi les entrées, puis on dit attends un peu, là, tu me donnes le chiffre-là, mais je ne vois pas comment je vais faire pour la payer, cette entreprise-là, avec ce chiffre-là. C'est là qu'est venue une certaine opposition. Je ne pense pas que c'est obligé, mais minimalement, je pense juste que au niveau des prêteurs, ils ont envie, je sais que nous, ils nous avaient convoqué, juste la relève, en disant hey, le cédant parle de votre projet, là, mais vous autres, vous le voyez comment? Comment vous allez faire pour payer ça, cette entreprise-là, à ce prix-là? Ouais, Comment vous allez faire quand lui, il ne sera plus là? Comment? Fait je pense qu'il n'est pas obligé d'avoir une opposition, mais il faut qu'il y ait une espèce de séparation. Il faut couper le cordon. Il faut que les deux volent. Okay. Mais nous, parce qu'on n'avait pas bien préparé le prix, parce que lui, il s'était dit, ben, je n'ai pas envie de voir comment ça vaut, j'ai le prix combien je veux. Puis quand le cédant il est basé sur ses besoins, c'est là que ça demande une certaine. Là, il y a un petit choc. Il y a un petit choc, puis il faut le subir, il faut l'accepter. Merci, Maxime. Je lance la balle à Annie maintenant. Le cédant, lui, il a envie de des montagnes russes, puis il vit ça comment de son côté? Eh bien, c'est sûr que le cédant il a envie des émotions. Hier, on a été témoin de ça avec brio de la part d'Hélène. Puis je pense qu'il a envie beaucoup plus qu'il pensait en vivre, là, aussi, évidemment, puis sur une longue période de temps aussi. Fait que, d'une part, j'ai envie de rebondir sur la notion de solitude dont Maxime fait état. Il faut comprendre que contextuellement, souvent, c'est un propriétaire fondateur actuellement qui est en train de passer son entreprise. Donc, il est par définition souvent seul à prendre la plus grande décision qu'il aura à prendre, qui est celle de laisser aller ce pourquoi il a travaillé toute sa vie. C'est vraiment, puis en tant que propriétaire d'une entreprise, prendre la décision de la vendre ou de la passer à une prochaine génération, que ce soit familiale ou pas, c'est la plus grande décision qu'un propriétaire va prendre dans sa vie. Je veux dire, si tu décides de vendre ta maison, c'est une grosse décision. Imagine ton entreprise quand tu y as mis tout ton cœur et ton jus de bras toute ta vie. Donc, véritablement, finalement, tu es seul devant cette décision-là, même si tu as un conjoint ou une conjointe qui t'accompagne, même si tu as des gens autour de toi qui t'accompagnent bien. Au final, quand tu te couches le soir, là, c'est toi avec toi-même. T'sais. Fait que c'est sûr que ça, ben juste ça amène tout un lot d'émotions. Puis, en fait, ça fait peur. Moi, je dirais que ce que j'ai remarqué le plus souvent chez les cédants, c'est la peur. Puis, c'est des peurs qui sont normales chez un individu. Tu sais, la peur de est-ce que ça va provoquer des conflits au sein de mon équipe ou au sein de ma famille, cette vente-là? Est-ce que j'ai le rêve que ça continue? Souvent, tu veux que cette entreprise-là perdure, demeure, continue de croître. Fait que est-ce que ça va, est-ce que mon rêve de l'avoir continué va se réaliser?
La peur de toutes les peurs reliées à la complexité, c'est compliqué là, faire un transfert d'entreprise. J'apprends rien à personne, là. Mais lui, le cédant, il va la vivre, cette complexité-là. Fait que c'est sûr que, puis, tu sais, face aux peurs, il n'y a pas, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont figer, fait qu'ils feront rien. D'autres qui vont se mettre en action, mais mal se mettre en action. Ça fait que c'est sûr que ça crée toutes sortes d'émotions. Puis l'autre chose aussi, ce qu'on ne réalise pas, c'est que plusieurs entrepreneurs au Québec, ils ont constamment réinvesti l'argent dans leur entreprise pour permettre la croissance, la survie de cette entreprise-là. Donc, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour supporter ma retraite, pour mon indépendance financière? Fait qu'à un moment donné, ça vient dans l'arrière-pensée. Fait que ça aussi, ça peut créer beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur. Puis la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de l'inconnu. Puis, veut pas, là, ça devient un peu psychologique, mais c'est la peur de la mort qui vient avec le transfert de ton entreprise parce que c'est associé à la vieillesse, c'est associé à la retraite, puis c'est associé éventuellement à dire, ben, je suis moins bon, je vais être moins occupé, je vais être moins... Fait que, tu sais, je veux dire, je m'en vais vers un processus qui va me mener éventuellement à la mort. Fait que, tu sais, c'est très insécurisant pour un relayeur. Puis, je pense que d'où l'aspect de la solitude, puis d'où l'aspect de prendre le temps de vivre, bien, d'accepter d'avoir ces émotions-là, puis de les vivre. Tu sais, moi, le plus grand témoignage que j'ai eu par rapport à celui-là, c'est celui de mon père, pour qui ça a pris 10 à 15 ans avant de régler son deuil de l'entreprise et sa fin de vie d'homme d'affaires. Et ça, en fait, Stéphane, c'est ce qui est le plus triste là, dans le domaine du repreneuriat que je trouve actuellement. Puis moi, je suis une fille qui lance des messages. On s'occupe beaucoup des repreneurs dans le processus de repreneuriat. Oui. On met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'attention. Il y a des formations, de l'accompagnement auprès des repreneurs et très, très, très peu d'accompagnement d'énergie auprès de ceux des cédants ou des relayeurs là, dans mon langage à moi. Puis ça, en fait, je pense qu'on aurait tout avantage à faire un peu d'effort dans ce sens-là. Je vois le commentaire de Hélène qui parle de la peur de la nouvelle vie. On parle des cycles de vie, puis c'est intéressant ce que tu apportes là, effectivement. Donc, plus un cédant va être âgé au moment où il vend son entreprise, plus son niveau, sa gestion des émotions pourrait être amplifiée en high et en low en fonction de cette perspective-là de la nouvelle vie puis du temps qui lui reste, là. Donc, du côté du repreneur, il faut tenir compte de ça. Puis ce que tu dis là, ça m'amène à la deuxième partie de notre discussion de ce point-là, c'est-à-dire on a des repreneurs ou un repreneur, on a un ou des cédants. Qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce que ça se rejoint, ça, ou est-ce que les émotions sont en opposition, sont en adéquation, ou ça se vit complètement différemment, indépendant, les deux groupes, ou ça serait mieux de les faire vivre ensemble pour être capable de mieux les gérer, mieux les faire avancer? Je vous lance la question. On va changer l'ordre. Annie, cette fois-ci, comment tu vois ça? Ça se vit-tu ensemble, ça? Bien, en fait, le cycle n'est pas le même. Fait que le cycle est pas parallèle, ou en tout cas, et donc ça s'intercale dans le cycle. Mais ce qui serait génial, c'est d'être capable d'avoir cette transparence-là ou cette communication-là ou ces moments-là ensemble, cédant-repreneur, pour être en mesure, à tout le moins, de nommer ce que tu es en train de vivre comme émotion pour comprendre l'autre, pour la bienveillance, l'empathie, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure dans le clavardage. Il faut, en fait, c'est ça, être capable de discuter à ces niveaux-là, se comprendre et s'aider et collaborer.
Puis, il y a un phénomène, Stéphane, qu'on remarque, puis tu en as témoigné, je pense, hier, c'est que la personne, le cédant, souvent est seul, mais ça va être souvent de plus en plus une équipe de repreneurs. Puis Maxime, je pense que ça a été ton cas. Alors, dans l'équipe de repreneurs, il s'installe une collégialité, il s'installe des conversations et mutuellement, ces gens-là s'aident et s'entraînent en termes d'émotions, puis en termes de questions, puis en termes de aujourd'hui, ça va moins bien, ben l'autre va venir t'aider, tout ça. Mais le cédant, lui, souvent, comme j'ai dit, il est seul. Fait qu'il n'y a personne qui, vers qui se retourner par rapport à communiquer comment il se sent. Puis même s'il communique aux gens qu'il aime, à sa conjointe ou à ses enfants, si tu n'es pas dans ce système-là, dans le beat de la business, tu ne comprends pas ce qui se passe. Puis en plus de ça, souvent, ces personnes-là ne vont même pas être capables de nommer. Ils vont sentir quelque chose, mais ils ne sont pas capables. Alors, moi, je pense que l'idéal, mettons, ça serait d'être capable de vivre ça ensemble dans le processus de reprenariat. Mais bon, c'est ton ensemble, Annie, ton ensemble, c'est cédant et repreneur? Quand tu parles de ton ensemble? Oui, mais au niveau des émotions, Stéphane. Oui, c'est ça. Parler de comment on se sent, puis d'être capable de s'entraider mutuellement. Si moi, je suis capable de communiquer comme cédant que là, j'ai besoin d'un temps de recul, d'une pause. D'une pause? Ben, il faut, je veux dire, ma contrepartie, ben, il faudrait qu'elle soit à l'écoute de ça, mettons. C'est un peu ça que je veux dire. Je lance la balle au bon à Maxime justement dans ce tournoiement-là d'émotions que vit le cédant et le repreneur. De votre côté, vous l'avez vécu comment? Est-ce que vous avez partagé ces montagnes russes-là avec le cédant ou vous êtes restés les repreneurs ensemble? Je te dirais ça aussi, ça a été particulier. Hein? Tu sais, quand Annie dit une des émotions, là, c'est la peur là, que le cédant va avoir. Il faut penser aux gens qui cèdent actuellement, ou que ce soit hommes ou femmes, là, c'est des gens qui ont bûché toute leur vie, qui ont parti avec monter quelque chose avec des conditions financières où les banques, les financements n'étaient pas faciles. Là. Chaque fois qu'on rencontre un plus vieil entrepreneur ou une vieille entrepreneur, tu es allé envers et contre tous. Là. Fait que c'est des gens qui n'avaient pas le droit d'avoir peur dans ce temps-là, excusez l'expression, là, qui ont passé des années à étouffer la peur parce que s'ils l'avaient écouté, ils seraient restés paralysés. Okay? Fait que là, à un moment donné, ils se retrouvent avec la peur, puis l'émotion, ils sont plus capables de l'écouter. Fait qu'ils vont comment? Ben, quand elle est là et elle fait trop de bruit, ben, ils sont un peu plus soit agressifs, soit ils deviennent un peu plus autoritaires, soit ils deviennent, ils perdent certaines belles qualités qu'ils ont développées, qui ont fait d'eux des leaders inspirants. Puis là, ça creuse encore plus le fossé. Là. Puis, je me souviens. C'est intéressant. Je me souviens d'avoir eu un espèce de petit lac à l'épaule avec mon cédant parce que j'étais je continue dessus dans le reprenariat où je m'en vais. Je continue dans le reprenariat, je m'en vais, puis j'avais plein de récriminations en disant pourquoi il me fait ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. J'en avais plein, tu sais. Puis vraiment, un lac à l'épaule, on est juste les deux. C'est pas l'équipe de relève, c'est juste lui et moi. Là, puis bonjour, on s'assied, puis il a parti exactement comme j'aurais voulu partir. Maxime, pourquoi tu me fais ça? Je peux pas comprendre que dans plusieurs moments de ma vie, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis là, c'est comme oh, OK. On est tous les deux à souffrir en pensant que l'autre ne fait pas attention à nous, qu'il veut nous brusquer, que l'autre veut aller. Tu sais, c'est ça que je pense qu'il faut amener à cette transparence-là, puis de dire j'ai une décision importante à prendre. Peux-tu m'aider à analyser les bons éléments? C'est facile, on a le cas de se parler. J'ai peur, je suis paralysé. Je ne sais pas ce que je vais faire après l'entreprise. J'ai fait faire une évaluation, puis toi, tu penses que je suis 1 million trop haut, mais voici, il y a tel argent qui sort de la compagnie, fait que tu vas être capable de le payer, puis regarde, si moi je ne l'ai pas, ça ne marche juste pas, je ne peux pas vivre. Ou dire, bien, j'ai besoin de ça. D'abord, on retarde-tu d'1 an, puis je vais l'avoir caché d'un bord, je vais y aller. Fait que, mais l'ouvrir sur des peurs, sur des craintes, c'est pas facile. Puis j'allais dire au Québec, mais je pense que c'est partout. C'est pas encouragé, en tout cas, ça ne l'était pas avant, de parler de nos craintes. Puis, on fait beaucoup de critiques sur la nouvelle génération, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus capables de parler de leur fragilité, de leur crainte, de leur peur. Et je pense que ça, il faut en parler.
tu disais, on doit le vivre comment? Nous autres, ça s'est séparé un peu, on doit montrer qu'on est capable de chauffer l'autobus, mais on travaille des dossiers un peu séparés, mais quand tu vois quelqu'un qui est un peu entêté et qui a l'air à vouloir driver un dossier d'une certaine façon, il ne comprend pas. S'il dit, hey Maxime, là, j'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas, tu fais tout dans l'entreprise. Je ne sais même pas à quoi je sers. Ben là, tu as l'oreille attentive. Là, tu es ouvert au dialogue, tu es ouvert à le rattraper. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Plus tard, Annie disait cédant. C'est un bel exemple. L'impact émotif du cédant. Créer ces petits moments de bulle-là, en fait, ça vaut de l'or, parce que, comme tu dis, c'est ça qui permet de « Ah, OK, là, on place les affaires puis on continue. » Ouais. Je ne veux pas juste faire du placement pour le réseau M, là, mais un des éléments tournants, là, c'est que je suis mentor aujourd'hui parce que j'ai été mentoré pendant 15 ans. Là. Mais un élément tournant, moi, il y a un mentor qui m'a accompagné tout le long de la relève. Puis c'est lui qui m'a souvent arrêté en disant comment tu penses qu'il vit là, présentement? Qu'est-ce que tu penses qu'il vit? Il n'a pas eu besoin de me dire ce qu'il vivait, juste en me demandant tu le connais, il est comment, là, comment il se sent d'après toi? Puis des fois, il y a telle chose, je ne suis pas content. Pourquoi tu penses qu'il fait ça? Stéphane, si je peux me permettre. Vas-y. Ben, en fait, ce que Maxime il dit, c'est majeur. Là. Et en fait, je pense que comme repreneur, il y a une certaine responsabilité dont Maxime témoigne. C'est comme toi qui es allé vers, parce que oui, la régénération qui nous précède peut-être n'a pas ces réflexes-là. Puis l'autre chose qui fait écho en moi quand tu parles de ça, c'est qu'il faut avoir le respect de ce passé-là. Ce qui s'est fait au préalable par ces personnes-là cédantes, il faut l'honorer comme repreneur. Et ça, je pense que c'est bien important aussi pour établir le relationnel entre nous deux. Oui, on va régénérer, oui, on est excité, oui, on veut changer des affaires, oui, mais en même temps, on part avec quelque chose qui a été bâti, construit, et ça, il faut en quelque sorte être capable de l'honorer. Puis je pense que de se créer ces moments-là ensemble, c'est une façon d'honorer ce qui s'est fait. Oui. Une excellente, bonne approche. Je vous amène tous les deux sur notre deuxième question. À travers ce parcours émotionnel-là, à quel moment on parle de transfert du leadership? Qui prend le lead pour favoriser le succès de la transition? Maxime, à toi l'honneur. Pour ce qui est du leadership, à quel moment, comment on transfère ça, à quelle étape on le fait, je pense que c'est planifié. Il faut vraiment que ce soit planifié. Okay. Puis on ne transfère pas le leadership. Pour moi, on ne transfère pas le leadership. Tu vas prendre le leadership. Je pense qu'il faut, dans le plan, c'est qu'on doit transférer des responsabilités organisationnelles. C'est les responsabilités organisationnelles qui sont transférées pour faire en sorte que, je ne veux pas te parler de gros titres, mais dans les PME, là, on a le cédant, là, il est souvent très directeur général. Il est PDG, là, mais il est très directeur général. Puis, moi, comment on l'avait fait, c'est de dire, il faut que le cédant passe de PDG, très DG, beaucoup plus que P, là, très directeur général, très opérationnel. Il faut l'amener dans une position de P, très président. Il faut que le releveur soit directeur général. L'important, c'est qu'au jour J, là, quand ça va être fait, il faut que les gens disent, là, il y a une transition, mais ça ne va rien changer. Parce que dans les faits, c'est déjà Maxime, c'est déjà la relève qui gère tout. Puis là-dessus, c'est pas évident parce que le cédant, il est habitué, il a tout fait au début. Il y a tous les rôles. Il a eu tous les rôles, il les a engagés, et il les a engagés et il les a choisis en fonction de ses valeurs, en fonction de comment il voulait. Fait qu'ils deviennent tous, puis nous aussi, on est un peu un réplica du cédant. Fait que là, il faut le tasser, puis c'est vraiment important que le cédant ait envie de tasser son ego, puis de dire, bien moi, là, on a planifié que ça prendrait 2-3 ans. Fait qu'il faut que dans 2-3 ans, pour l'ensemble des employés, la meilleure personne pour runner la business, il faut que ça soit le cédant. Okay? Et en contrepartie, le releveur, pardon. Il faut que ça soit le releveur. Les gens sont convaincus que c'est le releveur. En contrepartie, il faut que le releveur soit conscient que le cédant, il fait des passes à la palette. Puis que le cédant, son travail, c'est d'aller porter le releveur sur le piédestal. C'est important de faire des rétroactions au cédant. C'est important de lui dire qu'on est reconnaissant. C'est important de lui dire où on s'en va, puis de suivre un peu sa vision. Puis au début, je vais juste suivre ta vision. Fait que
toi, tu n'auras pas l'impression de perdre tout le contrôle, mais les employés vont penser que c'est tout moi qui gère, mais en même temps, les ficelles, on les planifie ensemble. Fait que c'est vraiment ça. On ne dit pas à partir de demain, c'est Maxime qui a le leadership. On transfère les responsabilités, puis le C'est pas une leadership date. est assumé. Ça ne se donne pas. Là. Fait à un moment donné, il y a le jour J, les employés disent de toute façon, ils font déjà tous, puis le Sénat a fait en sorte que les gens ont l'impression que l'équipe de relève est encore meilleure que lui. Ce n'est pas évident. Là. Ça prend beaucoup d'humilité. Et pour y arriver, bien, quand le plan de transfert des responsabilités est fait, ça enlève une partie d'émotion. Ça rend ça plus naturel et plus facile. Il prenait la direction de telle vision, de telle chose, fait qu'il devient en charge des gens. Le leadership, si le releveur n'est pas capable d'en avoir, bien là, hier, vous avez parlé des matchs, là, et de l'avoir de bon fait, là, mais en prenant une responsabilité, s'il n'est pas capable d'avoir du leadership, bien, on n'a pas la bonne personne. Il faut que ça aille de soi. Effectivement. Annie, de ton côté, qui Ouais, prend le lead? En termes de leadership, puis qui prend le lead ou qui prend le leadership ou quand est-ce qu'on fait ça? En fait, tu sais, moi, Stéphane, dans mon parcours d'accompagnement, puis dans mon parcours personnel aussi de repreneur, tu sais, il y a deux types de reprises d'entreprise. Fait que, tu sais, on est dans une reprise externe, là, tu sais, tu as des acheteurs externes, le transfert du leadership, il va se faire assez rapidement, merci, là. Mais dans le cas qui nous préoccupe ou dont on parle, je pense qu'il s'agit plus de reprise interne, soit par des employés clés ou par des membres de la famille ou un mix des deux. Fait que, tu sais, moi, je parlerais d'évolution, tu sais, plus que de flip, là, plus que du jour au lendemain. Fait qu'il y a vraiment une évolution dans le partage du leadership. Il ne faut pas se le cacher. Hélène, hier, elle a parlé de 2 semaines, 1 mois de règne conjoint, là, mais moi, dans ma carrière, j'ai vu des règnes conjoints qui s'étendaient sur plus que 2 semaines, 1 an, mois. 2 ans, 3 ans, effectivement. C'est ça. Fait que, dans cette période-là de règne conjoint, c'est là où parfois ça égratigne, et où parfois, ben, ça permet aux gens justement d'évoluer dans leur leadership et de faire transiter ça d'un rôle vers un autre. Donc, ça peut faire moins mal. Puis, puis Maxime l'a dit, il y a vraiment un moment donné, il faut que tu en parles là, des responsabilités que je n'assumerai plus comme cédant, puis que je te transfère à toi, relève, et où relève, moi, j'aimerais ça assurer ces responsabilités-là. Je serais rendue là dans ma vie. Donc, je vais prendre un peu plus de leadership. Fait que, c'est sûr qu'en termes de transfert de leadership, moi, je le conçois davantage comme ça, et s'accorder une période de règne conjoint, bien repositionner nos rôles et nos responsabilités, puis ne pas avoir peur de faire évoluer ça. Peut-être qu'il y a 6 mois, c'était comme ça, puis 6 mois plus tard, on se rassoit, puis ça l'a évolué, justement, ça l'a changé. Donc, puis, tu sais, puis en fait, c'est important de faire participer le relayeur dans cette réflexion-là pour qu'il n'y ait pas l'impression, Maxime, tu as utilisé le mot tasser, là, mais moi, tu sais, c'est sûr que je parle plus d'évoluer que de le tasser, le faire transiter aussi, tout dépendant de jusqu'à quel point tu as besoin de cette personne-là ou de ces personnes-là dans ton entreprise, mais tu sais, c'est la notion de coach-mentor, tu sais, ça peut être super important. La notion d'ambassadeur aussi, souvent, je l'ai vu, tu sais, le cédant qui devient l'ambassadeur de l'entreprise. Donc, tu sais, il y a toutes ces notions-là aussi pour que tranquillement, son identité évolue aussi. Parce que c'est pas juste une question de leadership, c'est une question d'identité pour la personne qui cède son entreprise. Fait que, puis tu sais, moi, j'ai eu un mentor aussi dans ma vie qui est professeur à l'université, puis il utilise un modèle, tu sais, pour élaborer la vision, là, qui s'appelle le Model Business Canvas, le Canva, là, qui est utilisé beaucoup ici à la Banque nationale. Puis c'est un modèle où quand tu établis ta vision, c'est des post-it que tu viens mettre souvent dans ce modèle-là. Puis en phase de transition, ce modèle-là, il est extraordinaire parce que tu peux mettre des nouveaux post-it, tu peux les changer de place, tu peux en enlever, puis ça ne change pas tout dans le modèle. Alors, c'est vraiment, pour moi, c'est l'image parfaite de la transition du leadership dans un reprenariat. C'est le modèle des post-it.
Fait que moi, quand je parle de transition, je parle du modèle des post-it. Fait qu'on colle des nouveaux post-it, on en change de place, on en enlève. Puis tout ça, c'est comme un mouvement qui s'installe. Puis ça permet justement d'avoir un règne conjoint un petit peu plus, un petit peu plus facile, disons, pour certaines personnes. De ce que je comprends ce midi, c'est que le transfert du leadership, ce n'est pas une date donnée. Ce n'est pas le 1er novembre 2022 ou le 1er janvier 2023. Ce n'est pas une date fixe. Dans le cas d'une vente externe, oui. À moins d'une vente externe, effectivement. Ouais, malgré que non, il peut y avoir un long processus pour en faire plusieurs de leverage buyout. Il peut y avoir un long processus qui peut prendre 6 mois, 1 an dans certains cas. Mais si trop souvent on est cartésien, l'être humain, son côté cartésien va prendre le dessus, va vouloir fixer une date, mais est-ce que ça pourrait arriver qu'on soit trop tôt ou trop tard dans le transfert du leadership? Annie? Oui, Stéphane, le succès ou l'échec d'un passage vers une prochaine génération ou vers les repreneurs, c'est souvent parce que c'était trop tôt ou trop tard. La danse ensemble est importante. C'est sûr que un cédant qui s'accroche, il ne va pas mobiliser sa relève. Puis il ne va pas mobiliser les gens à prendre leur leadership, puis ça va s'effriter. Ça, je te le dirais que je le vois plus dans un transfert familial que dans un transfert à des membres externes, parce que les membres externes, eux autres, là, puis d'autant plus aujourd'hui, ils peuvent prendre leur clic puis leur claque puis aller vers une autre entreprise. Pour des membres de la famille, des fois, c'est plus difficile parce qu'il y a tout le sentiment émotif par rapport à l'entreprise. Mais tu peux démobiliser bien du monde là, si c'est trop long puis si tu t'accroches trop longtemps, comme leader dans le passage. Puis ça, malheureusement, je le vois dans des familles. C'est sûr que les enfants, soit qu'ils vont venir travailler puis ils ne feront pas plus qu'il faut, ou ils vont quitter, puis peut-être qu'ils vont aller travailler pour une autre entreprise, ou si on la fait en entrepreneuriat, c'est ça, si on la fait en entrepreneuriat très, très développé, ils vont en partir une. Puis Maxime, je pense que tu l'as vécu, toi aussi, cette réflexion-là. Coudonc, je fais ça ailleurs? Oui, on a des offres aussi. Fait que, comme tu dis, le marché est très ouvert. Il l'est encore plus. Puis Stéphane, souvent, quand tu dis, là, des fois, on l'a planifié trop vite, trop tard, trop. Puis là-dessus, là, moi, j'ai une image en tête. Là, si quelqu'un me dit Hey, Maxime, il faut construire une maison, ça va prendre combien de temps? Je vais pas vous dire que ça va prendre 1 an. Là. Mais pour donner une date, il faut que je décortique chacune des étapes. Effectivement. Il faut que je trouve le terrain, il y en a-tu un? Après ça, il faut couler les fondations. OK, c'est quoi la disponibilité des fondations? Après ça, il faut y aller par étapes. Puis je pense que le plus gros erreur qu'on fait, c'est qu'on dit regarde, OK, les chiffres, on va coordonner ça avec l'année financière, puis moi, je vais prendre la retraite là, fait que c'est dans 1 an. On met une date à un projet, mais on n'a pas décortiqué les étapes à ce projet-là. Puis c'est ça qui fait qu'on a mal planifié. En ne décortiquant pas les étapes, des fois, on va se retrouver pendant 6 mois, il n'y a rien qui a avancé en termes de passation de pouvoir, de passation de rôle. Puis là, dans le dernier 6 mois, on veut tout le pousser dans la gorge parce que ça. Mais on dit des fois qu'on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Dans le leadership, dans le transfert, il faut que les gens s'habituent à ce transfert-là. C'est les responsabilités, c'est une à la fois, puis ça nous permet de s'ajuster, ça nous permet de voir, mais je pense que quand on le prépare bien puis on le décortique, c'est rare qu'on arrive trop tôt, trop tard, puis habituellement, on a le temps de s'ajuster. C'est vraiment ça, c'est planifié, là, je pense que c'est important. Vas-y, Annie. Mais puis moi, en fait, il y a une chose qui me vient en tête quand on parle de ça. Il y a quand même le time, mettre une échéance, ça montre le chemin, puis ça permet de repousser une échéance. Ça oblige à faire des actions, puis ça repousser l'échéance. Mais moi, je me souviens de Martin Deschaines, quand il témoignait de Groupe Deschaines, dans son passage vers le leadership à son frère. Il s'était dit, moi, je pense que ça va être 55 ans, mettons. Mais il avait très bien dit aux gens, 55 ans, avoir 55 ans, ça dure 1 an. Fait que, il s'était donné comme buffer 1 an. Ça va se passer dans ma 55e année. Fait que, du jour de mon anniversaire jusqu'à temps que j'aille 56 ans, ça va se passer à l'intérieur de cette date-là. Fait qu'il y a cette notion-là aussi de flexibilité et d'agilité par rapport
aux échéances que tu te fixes. Ça revient aux commentaires de Maxime. Est-ce qu'on a des indices ou des indicateurs qui peuvent nous aider à déterminer que c'est le bon moment pour prendre ou céder le leadership? Maxime, ça existe-tu, ça? Ou n'aviez-vous de votre côté quand vous l'avez réalisé? Bien, je pense que quand il y a une ouverture, puis quand le cédant veut vraiment se retirer, puis on le planifie, il y a des gens qui disent Ah, t'es chanceux, tu as eu des opportunités, tu as eu des. Je pense que quand on est ouvert, quand on a l'esprit vif, puis on écoute l'écosystème, on est capable de faire en sorte que les ouvertures soient créées. Fait que les responsabilités, quand on les transfère, on planifie, je pense que on va le voir rapidement si c'est bien pris ou si ce n'est pas bien pris. Tu sais, je vais donner un exemple bien simple, à un moment donné où on a tous les financiers qui sont autour de la table, qui viennent nous parler, puis on voulait parler de la structure de financement, puis il y a la coordonnatrice aux ventes qui arrive un peu en courant, puis moi, j'aurais juste comme, je suis en réunion, j'aurais quasiment fermé la porte parce que je sais qu'elle est bonne, elle est capable de s'arranger, puis le cédant qui est moins des opérations, puis il dit Hey, peux-tu t'aider? Fait qu'elle dit, ben là, c'est parce qu'on a un gros problème avec tel gros client qui a telle affaire, tel appel d'offres, il faudra faire TTT. Mais juste avant de faire ça, elle dit, est-ce qu'on peut t'aider? Fait qu'elle dit, Michel, il dit, est-ce que je peux t'aider? Fait qu'elle dit, non, pas toi. Maxime, on a tel gros problème, telle affaire, tel ci, tel ça, ta. OK, oui, on peut faire ça, c'est beau, regarde, vas-y. Il a refermé la porte, il s'est assis, il a dit aux gens, je pense que vous venez de voir que c'est plus moi qui drive le show ici. Mais il est encore PDG. Ça fait un bon indice, effectivement. Je pense que l'indice de quand il est le temps, si on attend les indices de quand il va le temps, on le planifie puis on va le voir. Ce qu'il faut être attentif, c'est comment c'est reçu. On a transféré ça. Ouais. Oh, là, j'ai de la réticence. Oh, là, il faut travailler. Puis, on va en reparler un peu plus tard, là, mais de se connaître, de connaître le leadership de l'autre. Mais je pense qu'il faut être attentif aux indices de on l'a-tu fait au bon moment, c'est-tu bien pris? Faut-tu ajuster le tir? Beaucoup plus ça que d'attendre que les gens nous donnent l'indice qu'on est prêt, selon moi. Intéressant. Annie, rapidement, Oui, bien en fait, moi, je reviens à mon élément de démobilisation et de désengagement. Tu sais, à partir du moment où tu sens, d'une part ou de l'autre, il se peut qu'à un moment donné, le cédant, il soit démobilisé, désengagé, puis bon, c'est peut-être le temps d'avoir la conversation, de dire, bien, je pense que là, la phase de transition est terminée. La même affaire, tu sais, si à partir du moment où tu as du désengagement dans ton équipe de repreneurs ou chez le repreneur, ben, tu sais, il faut bouger. Là. Puis après ça, tu as toutes les pressions externes qui viennent, veut pas, là, te donner de bons indicateurs. Là. À un moment donné, c'est le temps de closer, c'est le temps de financer, c'est le temps de faire une convention d'actionnaire, c'est le temps de. Là, oui, il y a des objectifs à atteindre, il y a des étapes là, à réaliser. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, la planif stratégique, puis faire avancer l'entreprise, tout ça, c'est des timings aussi. Là. Je nous amène à notre troisième grande question. Donc, on constate que la transition du leadership, c'est un processus dans lequel il y a des émotions qui peut être complexe. Donc, on a parlé de ces émotions-là, on a parlé des moments clés, de l'importance de prise de leadership. Parlons maintenant de l'approche. Annie, quelle posture faut-il adopter pour assurer le succès d'une transition? Puis comment on se positionne, comment se positionner dans la relation? Je te lance la balle. Bien, en fait, là, moi, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Vous l'aurez remarqué. J'avais remarqué, Annie. J'avais remarqué les différences. Merci de le spécifier. Merci. Ça, c'était pour m'assurer que tout le monde écoute, s'ils sont en train de s'endormir. C'est bon, ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, ma réponse est teintée de mon style de personnalité, du fait que j'ai une vision par rapport à ça, puis bon, moi, de comment je vis ça, puis comment j'aimerais ça que ça se vive. Alors, moi, dans un premier temps, je pense qu'il y a une posture que, puis là, j'adopte la voix du cédant, la posture d'humilité. Parce qu'on ne sait pas tout. T'sais. Fait que, dans le cas de chez Sentinelle, Michel, il était bien bon. C'était le meilleur à gérer cette entreprise-là. Mais en processus, à transférer son entreprise, il ne peut pas être le meilleur. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Puis je pense qu'Hélène
Oui, c'est ça. Hélène a eu ce commentaire-là aussi. Fait que donc, la posture, c'est de dire, hey, moi, je suis rendue là dans ma vie, j'ai ce désir-là, j'ai cette réflexion-là, mais je ne sais pas comment faire ça, puis je ne sais pas par où commencer. Donc, avoir beaucoup d'humilité. Pourquoi? Ben, pour aller chercher de l'information, bien t'entourer, commencer à en parler. Puis Hélène a bien dit comme son processus par rapport à ça. Fait que moi, je pense qu'il y a une posture d'humilité, de je connais pas tout. Puis à ce moment-là, ben là, tu ouvres tes œillères, puis tu vois diverses options possibles. Fait que l'option que tu avais peut-être dans ta tête ou envisagée, ben, elle fait partie d'une option de plusieurs autres options. Fait qu'il y a peut-être moins de déception aussi éventuellement. Alors, ça, c'est vraiment une posture. Ça, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, il me parlait de le choix des possibles. Il me semble que c'est un mot que j'ai déjà entendu. Je ne me souviens pas qui me dit ça. Là. C'est sans doute Rémi Tremblay de la Maison des leaders qui a ce vocabulaire de choix des possibles. Puis, en fait, là, il y a quelqu'un qui, dans le chat, écrivait le choix des professionnels. Ben, c'est sûr que quand tu es dans une posture d'ouverture, puis tu es dans une posture de curiosité, ben, tu vas te tourner vers des professionnels pour aller chercher aussi de l'information. Puis là, après, ben, dans le choix, ben, là, c'est sûr que tu as du jugement puis, à exercer là, dans le choix des gens qui vont t'accompagner. Mais donc, puis avoir l'ouverture à se faire accompagner aussi, parce que, comme je dis, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Puis, by the way, ça va être la transaction la plus importante de ta vie là, comme entrepreneur. Tu n'en auras jamais fait une aussi importante que celle-là. Fait que, je pense que ça peut nous demander cette dose d'humilité-là, puis ça peut permettre aussi d'aller choisir des gens qui vont bien t'accompagner tout au long de ce processus-là. Puis ben là, je ne sais pas, peut-être que tu vas vouloir qu'on revienne sur l'accompagnement. Je n'embarquerai pas là-dessus tout de suite. Là. Oui, on va y revenir dans pas longtemps. Là. Je vais passer la balle à Maxime du côté du repreneur. C'est quoi la posture, pas nécessairement idéale, mais comment on doit se positionner dans ce leadership-là? Oui, on parle de la transition du leadership, là, comment on la fait, la transition du leadership. Là. Hier, vous aviez parlé qu'il faut bien se connaître, puis je pense qu'il faut partir comme ça. Bien connaître son style de leadership, bien connaître le style de leadership du cédant, puis de voir c'est quoi la différence entre les deux. Okay? Puis il va falloir ajuster tout ça parce qu'on ne gère pas des machines, on gère des humains. Et là, les humains, je peux donner un exemple, ils ont un style de leadership très aimant, très paternaliste. Puis là, si on rentre un leader qui est très analytique, très froid, très bleu, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il y a une préparation qu'il faut faire. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis bleu, je suis analytique. Là, dans notre cas, c'était pas trop complexe, mais avec différents types de personnalités. Il faut prendre conscience de ça. Michel, son leadership, il y a telle de personnalité-là, telle de personnalité-là, mais il y a des différences. On a des différences. C'est quoi les différences? Puis comment on fait pour que la transition se fasse tranquillement, doucement? Parce que pour les employés qui vont rester, là, au début, toutes les différences peuvent devenir des irritants ou peuvent devenir des « Ah, mais l'ancien, il faisait ça comme ça. L'ancien, il faisait ça comme ça. » Les gens ont horreur du changement ou c'est pas tout le monde qui aime le changement. Fait que déjà de dire, c'est quoi le leadership du cédant? C'est quoi mon leadership? C'est quoi la différence entre les deux? Vous avez parlé du bon match hier. Y a-t-il un fit? Si c'est diamétralement opposé, ça se peut que pour faire ça, vous allez devoir changer 50% des employés. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on veut faire. Y a-t-il un fit dans les leaderships? Puis comment on prépare les employés? Comment on prépare pour y aller? Ça demande une grande collaboration entre les deux, là, parce que s'il y a des rapprochements, bien, comment on fait pour que les employés aient envie d'embarquer dans le nouveau leadership du repreneur? Puis des fois, ça peut être des prises de position du cédant par rapport à quel point le repreneur a telle qualité ou a telle façon de faire d'amener les gens. Là. Fait que vraiment, là, le style de leadership un et l'autre, c'est quoi les deltas, puis comment on fait pour aligner là-dedans? Puis aussi, ça se pourrait que le style de leadership du repreneur n'est pas tout à fait optimal pour l'entreprise, pour l'organisation. Bien, on a-tu un coaching, un accompagnement dans ce cédant-là? On présume que parce qu'il est capable de gérer les finances, la comptabilité, mais au niveau de la gestion de ses émotions, de la gestion des humains, il y a des cours, il y a des formations. Fait à partir du moment où on ne sait pas c'est quoi la différence entre les deux,
on doit le préparer, puis on a besoin de patcher ou d'améliorer certaines choses chez le repreneur. Fait que je pense que c'est vraiment ça, c'est de l'analyser comme un indicateur, comme n'importe quel indicateur. Le style de leadership, fait que, on ne pourra pas adapter ce qu'on n'a pas mesuré. Puis si on ne l'a pas mesuré, on ne peut pas planifier un plan de match pour l'atteindre. Moi, c'est vraiment de cette façon-là. Puis en travaillant ça, étrangement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va garder le cédant et le repreneur, on va les garder proches. On va lui garder un canal de communication qui ne sera pas juste sur les chiffres, la transmission, qui va être comme comment, comme cédant, je peux accompagner le repreneur à devenir un leader inspirant. Fait que j'y transfère plein de choses, j'y transfère plein de mon âme, j'y transfère plein de choses intéressantes, puis je demeure dans un dialogue tellement positif, tellement aidant. Puis le repreneur, au-delà de tout ce qui voudrait changer dans la ligne de production, dans la distribution des services, dans l'optimisation du marketing, il va se rendre compte que, hey, j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de beaux transferts. Fait qu'on garde un terrain de jeu, le fun, humain, on est connecté cœur à cœur. Puis ça, là, ça va être un gage de succès pour après. J'ai une question intéressante de juste. J'y reviens dans quelques instants parce que, si vous me permettez, une petite parenthèse, 2 secondes, on parle beaucoup, là, on se met beaucoup dans la position de transfert familial ou de transfert management buyout où les employés reprennent. Puis, je vous lance, c'est très intéressant, Maxime, ce que tu dis là. Parce que la semaine dernière, j'ai vécu une expérience avec un client où je lui ai posé 2 questions. Puis, c'est le banquier, je n'étais pas cartésien du tout. J'ai demandé, j'ai dit, quelle est la différence entre ton style de gestion et celui du propriétaire actuel? Puis je dis, la deuxième question, c'est quel va être l'impact de ton style de gestion sur les employés? C'est les 2 questions que je lui ai posées, puis je lui ai dit, quand tu auras ces réponses-là, on va se rasseoir ensemble, puis là, on va voir comment on va bâtir le plan de travail. Êtes-vous d'accord pour dire que ça peut avoir un impact important, même dans un leverage buyout, là, où j'ai un externe qui arrive, là, ça peut être catastrophique pour une entreprise là, si on n'a pas réglé ça. Encore plus aujourd'hui, là, parce que ce delta-là ou la différence de leadership, là, c'est pas des ventes que ça me coupe, c'est pas des opportunités d'opération, c'est des départs. C'est des départs. Ben oui. Puis, présentement, c'est le nerf de la guerre. Là. Fait que si le style de leadership fait en sorte que je perds 10 ou 15 ou je perds mes employés clés, oubliez ça, le succès dans la relève. Là. Puis, une petite image que je peux vous donner, moi, je donnais souvent aux gens quand on a fait la relève, de relever une entreprise, bien, ça vient qu'un financement. Puis là, bien, une entreprise, souvent, le cédant, il l'a roulé avec plus d'hypothèque, il n'y avait pas de prêt, il n'y avait pas rien. On disait, oh, attends un peu, là, on s'en vient. Puis j'avais donné l'image aux gens, on ne va pas changer le style de leadership, on ne va pas changer, mais il faut que vous ayez conscience que ça faisait des années qu'on vit dans une maison qu'on ne paye pas l'hypothèque. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un demande une rénovation, une amélioration, on a de l'argent, c'est facile. Là, on va se retrouver avec une grosse hypothèque. Fait que c'est pas qu'on vous aime moins, mais il y a peut-être des choses où on va faire des choix un peu déchirants. Il y a peut-être l'aversion au risque. Je me souviens d'un employé qui est au télémarketing, qui sont des fois des employés où ils sont plus jeunes, puis ils disent, est-ce qu'ils nous comprennent, est-ce qu'ils écoutent? Puis je me souviens qu'à un moment donné, à me croire, 2 jours après, hey Maxime, hey, je voulais juste te dire, c'est moi qui ai pris le dossier de la police de Montréal, ils reviennent avec nous autres, j'ai à peu près 50 formations. Tu vas voir, boss, on va payer la maison. C'est bon, c'est bien ça. Annie, j'ai le goût de te lancer la question que je viens de poser. Est-ce que les cédants ont généralement suffisamment recours au mentorat par rapport aux repreneurs? Eh mon Dieu! Ben, en fait, c'est une. Ben, Réseau M, vous devez avoir des statistiques là-dessus. Là. Mais ça dépend de l'âge, là. Dans la tranche d'âge, où est le cédant en tranche d'âge? OK. La mentalité de beaucoup d'entrepreneurs, fondateurs du Québec, c'était j'ai pas besoin d'aide externe, il n'y a pas personne qui va venir me dire quoi faire ou j'ai pas besoin de ça, moi. Mais l'ouverture est de plus en plus là. Depuis une dizaine d'années, on voit vraiment un changement de posture par rapport à ce désir-là et ce besoin-là d'aller chercher un accompagnement ou une oreille ou des conseils. Puis, ce besoin-là, il est d'une part informel, aller luncher avec
des amis entrepreneurs, puis des gens à qui je peux me confier puis qui vivent un peu la même réalité que moi. Puis, il y a un chiffre qui se fait sur peut-être un besoin qui va se formaliser un petit peu plus dans un accompagnement. Fait que, donc, on est passé de gens qui n'avaient pas besoin d'aide à des gens qui acceptent de plus en plus de demander conseil, de s'ouvrir par rapport au conseil. Ça, je le vois, oui. Le temps file. J'ai un petit bout de question encore pour vous. Avez-vous des actions concrètes à recommander à nos participants? Annie? Ben, c'est ça, en fait, c'est parce qu'on rebondit sur l'accompagnement. C'est ça. En tout cas, vu de ma fenêtre, ça prend quelqu'un qui va venir, une personne neutre, objective, qui va venir accompagner ce processus-là. Puis quelqu'un de choisi idéalement par les deux parties. Les deux parties, hein? Oui, ouais. Pour les faire se connecter ensemble, pour avoir des conversations un peu plus difficiles, pour jouer un rôle d'entremetteur, de médiateur, de s'assurer que le processus avance, qu'il y a des actions qui se font, être capable de démontrer aux uns que, ben oui, ça avance, même si tu penses que ça avance pas, être capable de démontrer à l'autre que, ben on prend notre temps, on y va pas trop vite, tu sais, fait que moi, en fait, c'est le meilleur conseil, ne serait-ce pour garder le canal de communication ouvert. Éviter, puis aider dans la solitude des uns puis des autres. Moi, c'est l'action. Puis le formaliser dans un forum, tu sais, dans le sens, on se dit, OK, on se crée un comité de relève, un comité de continuité, un comité de je ne sais pas quoi, appelez-le comme vous voulez, mais ça, là, c'est notre moment clé où on parle de ce qu'on est en train de vivre comme processus de reprenariat. C'est pas de temps en temps au CA, puis de temps en temps dans le cadre de la porte, puis de temps en temps, on va déjeuner ensemble. C'est une fois par mois, une fois 2 semaines, mais ça, c'est dédié à ce sujet-là uniquement. Il y a un agenda. Il y a un agenda. Puis si on n'a rien à se dire, bien, on va se dire bonjour, puis on se verra le mois prochain, mais c'est ça qui permet d'installer un momentum, un rythme dans ce qu'il y a à vivre. Ouais, Maxime, pour moi, de son côté. Annie a pas mal couvert, là, mais moi, ça se fait, il faut le planifier. Il faut y accorder du temps. Tu sais, les gens, on n'a pas eu le temps. Mais quand est-ce que tu avais mis dans ton agenda qui devait faire avancer la relève? Fait on le planifie, ça nous met des étapes. Il faut avoir du temps. Et des fois, c'est un fichu de beau moment pour pouvoir apprendre à déléguer comme releveur ou comme cédant des choses au niveau des opérations. Si on va se garder du temps, on va être moins des opérations, on va être plus capable d'être PDG après. Donc, on le planifie, on se réserve du temps. Puis l'accompagnement, moi, je pense que ça prend 3 personnes. Il faut être accompagné par 3 personnes. Une personne qui travaille la relève et qui gère avec les deux. Le cédant devrait être accompagné, idéalement un genre de mentorat puis releveur. Il y en a un que tout le monde voit, puis on a chacun nos solitudes, puis on a besoin aussi des fois de ventiler ou de pas tout dire à tout le monde. Là. Fait que pour moi, là, c'est ça. On planifie, on met du temps, puis il y a 3 accompagnateurs, un qui est en team, un qui est séparé. Moi, ça serait mes conseils. Tu sais, Stéphane, on a parlé de leadership depuis 1 heure, là, mais ça prend quelqu'un qui prend le leadership de ce projet-là de relève. Le leadership du leadership, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais que chez Sentinelle, Maxime a pris ce rôle-là beaucoup. Là. C'était le leader, c'était le porteur du projet relève. Avant de me faire chicaner par Solène, je vais vous ramener à notre question de la fin. Hein. Je vois le temps qui file rapidement parce que tout comme hier avec Hélène, on pourrait passer des heures et des heures à en parler, je le sais. Donc pour clôturer la séance d'aujourd'hui, on vient sur la question de départ. Quelle est la caractéristique la plus importante d'un bon leader en contexte de reprenariat? Que faut-il retenir de notre conversation de ce midi? Je vous donne 30 secondes. Annie? Ben moi, je reviendrai à s'autoriser là, à gérer le flou, parce que ça se peut qu'il y en ait. Donc, être bienveillant, puis être empathique envers soi-même, puis envers les autres. Maxime, de ton côté? Bien, comme je le suis depuis le début, c'est plus le côté releveur là, que je veux représenter. Fait que le bon leader en relève, il doit s'intéresser à ses employés, il doit souhaiter que ses employés, leurs tâches soient plus faciles, que tout soit plus clair. Il doit essayer de les protéger. En gros, il doit juste les aimer. Le leader, il doit aimer ses troupes. C'est bon, ça. Ça ne marche pas. Puis je l'ai déjà dit à un gestionnaire, c'est nous, les aimes-tu, tes employés?
Puis tant que tu les aimeras pas, ça ne marchera pas. Fait que pour moi, c'est ça. Il faut se dire je t'aime. Il faut se Ouais, dire je t'aime, Max, c'est ça? Il y a À différentes soi puis façons aux de. autres. Il y a différentes OK, façons c'est bon, ça. de le dire, je t'aime, là, mais tu sais, puis je veux pas. Les gens, bon, on ne dira pas je t'aime, tu n'es pas obligé de le dire, là, mais si tu les aimes, ça va découler, ça va paraître dans les Bon. actions. Pour moi, c'est important. Pour aimer notre monde. Annie, Maxime, merci beaucoup. Ouais, Merci infiniment pour vos partages ce midi. C'est ce qui met fin à cette première série des espaces entrepreneurs. Donc, réussir sa reprise oui, du côté humain. Que vous soyez repreneur, cédant, entrepreneur, que vous soyez simplement intéressé par le sujet. Nous espérons que ces deux activités ont alimenté votre compréhension du processus humain derrière le transfert d'une entreprise. L'enregistrement des 2 séances sera disponible sur le site web du Réseau Mentorat incessamment. Donc, vous recevrez le lien vers les vidéos ainsi qu'un petit sondage d'appréciation par courriel là, très prochainement. Donc, votre opinion est importante. Donc, merci. Merci de prendre quelques minutes pour le compléter. Merci. Ne manquez pas la prochaine série des espaces entrepreneurs présentée par la Banque nationale, donc les 5 et 6 octobre, donc toujours de midi à 13 heures. Donc, joignez-vous à la série S'associer en affaires. Les inscriptions sont ouvertes. On vous indique le lien dans le chat à l'instant. Donc, merci encore à nos panélistes. Merci à vous tous, chers participants. Bon après-midi à toutes et à tous et à la prochaine.